La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Sur le pont, une émission sur les coulisses du fonctionnement de la compagnie Caravelle, l'occasion de mettre en lumière les matelots de la compagnie, l'histoire, la démarche artistique, politique et sociale de celle-ci. Une émission sur le pont qui va explorer le volet international de la compagnie Caravelle. Et nous sommes aujourd'hui avec son directeur Antoine Guillot. Bonjour Antoine Guillot. Bonjour Isabelle. Donc parler international, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire parler du monde. Est-ce que ça veut dire que la compagnie et ses spectacles s'exportent dans le monde ? Finalement, pourquoi aller chercher à l'étranger ce qu'on a peut-être sur place ? Mais le monde, ça veut dire quoi ? C'est pas un petit peu prétentieux de dire que la compagnie Caravelle s'exporte dans le monde. Et comment ? Avec quel pays ? Alors, je vois que tu es d'humeur taquine aujourd'hui. Effectivement, depuis quelques années maintenant, l'activité de la compagnie se développe à l'international, notamment, pour répondre à une des questions, notamment à Taïwan, en Algérie. On a des tentatives, des velléités de développement dans certains territoires des Dromcom aussi, et puis d'autres pays dont on parlera, comme le Brésil, le Kazakhstan, etc. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de central dans l'activité de la compagnie, d'abolir les frontières, de créer des ponts entre différentes cultures, différentes histoires, et par exemple typiquement avec l'Algérie, avec des pays, des territoires avec lesquels la France est de fait intimement liée. Et le fait de développer cette activité à l'international, et je tiens à ce mot international plutôt qu'à l'étranger, parce que à l'étranger, j'ai l'impression que ça met quelque chose à distance, alors que l'international, il y a quelque chose comme une sorte de lien avec la France, de lien et puis de mouvement collectif. Quand je vais à Taïwan, par exemple, pour travailler, j'y vais pas en tant que Français qui apporte la lumière à des Taïwanais qui pourraient avoir des choses à apprendre de nous. J'y vais dans une logique d'échange, de co-construction dans les projets qu'on peut mener là-bas. Et voilà. Et depuis 2017 maintenant, donc ça fait quelques années, effectivement, c'est une grosse partie de l'activité de la compagnie. Alors peut-être qu'avant de parler des créations qui s'exportent, est-ce que tu peux expliquer ce que veut dire, comment ça se passe à l'international, donc sans entrer peut-être dans une explication de texte, mais il y a une terminologie. Oui. On parle de diffusion, on parle de coproduction, de coopération, de collaboration, ça fait beaucoup de mots. Donc du coup, est-ce que tu peux donner le sens de tout ça et puis voir finalement à quel élément se rattache la compagnie Caravelle, si elle œuvre dans la diffusion, dans la coopération, dans la collaboration, et puis peut-être d'autres points à voir aussi. Alors effectivement, il y a différentes manières de s'exporter, disons, à l'international, et on peut commencer par définir les termes que tu viens de rappeler. On peut imaginer, par exemple, qu'on construit un spectacle en France et que on cherche à le diffuser en l'état avec des surtitres si le territoire sur lequel on va ne parle pas français, n'est pas francophone. Ouais, ça veut dire que je prends Guillotine. On prend Guillotine et en l'état, on va le jouer dans n'importe quel pays du monde, et on met un surtitre. Enfin, on met les surtitres pour que ça puisse être compris dans la langue du pays. Et généralement, c'est ce qui se fait beaucoup, et ce qu'on voit beaucoup dans les grands festivals internationaux ou sur les grandes scènes de théâtre nationaux, etc. Ça c'est un volet qu'on n'explore pas à dessein avec la compagnie, puisque comme je le disais en introduction, l'idée c'est de co-construire quelque chose avec les personnes et avec les territoires dans lesquels on va, et pas juste de s'implanter comme ça, de venir. Voilà, nous on essaye de s'introduire et de co-construire pour créer un lien, et pas juste d'élargir notre terrain de diffusion, quoi. Voilà.
Donc ce volet diffusion, en tout cas, on le prend pas de cette manière. Parce que ça n'intéresse pas la compagnie Caravelle. Parce que ça, en tout cas, c'est pas dans notre philosophie, dans le sens qu'on peut mettre à ce pourquoi on prend l'avion pour partir de France, quoi. Donc toujours cette idée de choix et d'investissement dans des projets qui parlent à la compagnie et qui vont dans le sens de son éthique. En tout cas, on essaye d'être cohérent et d'être honnête avec nous-mêmes et avec le monde et les gens avec lesquels on travaille. Donc dans un souci de cohérence, effectivement, on ne développe pas ce volet-là. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on concentre nos efforts pour ce développement de ce côté-là. Si on envisage la chose, ça pourrait peut-être être en prolongement déjà d'autres... Peut-être, parce que par exemple, on en vient au deuxième point, la coproduction, comme ce qui s'est passé par exemple avec Ilvi à Taïwan, donc qui est un texte français que j'ai écrit en France, qui a été monté en France dans une cage en verre, et du coup qui a été traduit en mandarin et reconstruit là-bas avec une équipe de là-bas, avec un comédien Zheng Qiwei à Taïwan, donc qui est taïwanais, avec une production de là-bas. On s'est associé à une compagnie de Taipei pour coproduire le spectacle et le reconstruire là-bas dans une traduction dans la langue locale, donc qui est le mandarin. Donc là déjà on approche un peu plus de notre philosophie de co-construction dont je parlais. Donc ça veut dire on le développe tout de suite, ce côté coproduction, et avec ce qui s'est passé à Taïwan, parce que c'est très récent. Ça s'est passé en décembre 2024, et donc avec le texte Ilvi, comme tu viens de le dire, qui a été joué et qui a demandé une forte participation de la compagnie Caravelle, puisque c'est une coproduction. Et du coup, ça a été coproduit avec qui exactement ? Alors c'est avec Sisbro Productions, donc qui est la compagnie taïwanaise, qui est la compagnie justement du comédien Zheng Qiwei. Et après, on avait des coproductions comme le bureau français de Taipei, Home Village. On a eu YouCafé. Alors là, je me suis lancé dans une liste. Je vais évidemment en oublier. On a eu le gouvernement de Taipei, le gouvernement le ministère de la Culture de Taïwan. Donc en fait l'idée. Et puis on a eu des soutiens même côté français pour construire le spectacle, parce qu'on a mis 5 ans pour le construire, entre le moment où on commence à se lancer sur la traduction et le moment où il sort les premières représentations. Ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Non, ce sont de longs processus, surtout qu'entre temps il y a eu le Covid qui a quand même largement freiné la production. Il y a eu plusieurs étapes en France et à Taïwan pour ça. Et en France, on a bénéficié aussi de l'appui de Banlieue Scène Nationale. On a bénéficié de l'appui du département de la Savoie, du centre artistique départemental de Montmélian notamment, et de la ville d'Aix-les-Bains. Donc une grande mobilisation pour... Donc voilà, finalement, au final, c'est comme toute production qu'on peut mener même sur le territoire français. Seulement, il y a toute une partie, à peu près la moitié, qui n'est pas française et qui est en l'occurrence la taïwanaise. Et du coup, ça mobilise aussi le directeur Antoine Guillot à Taïwan. Oui, ça nécessite à plusieurs étapes du travail d'être sur place. Qui n'est pas seulement directeur, du coup. Alors là, moi j'intervenais en tant que directeur de la compagnie et du coup coproducteur du projet, mais aussi en tant que auteur et metteur en scène. En sachant que on développe aussi pendant à différentes étapes de la production, on accompagne ça comme toujours de masterclass, d'ateliers sur l'écriture et le travail spécifique de Ilvi en l'occurrence, mais pas que, puisqu'on élargit ça, et surtout à Taïwan où ça répond tout particulièrement, et ça a un sens tout particulier pour eux, cette fameuse démarche du théâtre incontrôlé. Donc on reviendra dans une émission spéciale Ilvi Taïwan sur cette coproduction très riche qui a permis effectivement de mettre en lien les deux pays. On passe maintenant à la coopération
autre définition, c'est un vrai exercice de style là. Alors voilà, coopération, donc c'est une troisième manière d'aller à l'étranger, à l'international dans ces autres pays. Je viens de dire que je n'aime pas dire étranger, voilà que je le dis, mais troisième manière d'y aller, c'est là pour le coup la création d'un spectacle qui n'existe pas et qui se construit, qui se crée entre les différents territoires. On peut imaginer un spectacle qui n'existe pas et qu'on co-construit sur trois territoires différents. Par exemple, on pourrait imaginer quelque chose entre l'Algérie, Taïwan et la France. Et là, on mobilise des acteurs locaux de chacun des territoires, des coproductions locales de chacun des territoires, et puis un sujet qui fait commun entre ces différents territoires et surtout un métissage des façons de faire, des approches des disciplines concernées, le théâtre, mais ça peut être plus largement la danse ou la scène en général, ou même la vidéo. Enfin bon, tout peut être concerné, mais ce qui est intéressant dans ces collaborations, c'est que on est obligé de se métisser et on est obligé de prendre en compte la façon de faire de l'autre et l'histoire de l'autre et le sens de l'autre. C'est-à-dire que il vit taïwanais, il ressemble pas tout à fait au il vit français, puisque il est teinté évidemment de la culture, de l'histoire, du rapport au théâtre qu'on peut trouver à Taïwan, en plus évidemment de l'histoire particulière de Zheng Qiwei qui a dû s'approprier ce texte qui venait pour lui de l'autre bout du monde du coup. Et qu'est-ce qui peut motiver justement qu'il y ait ce genre de travail en commun? Parce que du coup, est-ce que ça réunit des auteurs des différents pays? Est-ce que ça réunit des acteurs des différents pays aussi? Ça amène quand même une production assez importante, ça mobilise quand même un certain nombre de personnes. Est-ce qu'on peut savoir comment ça peut se mettre en place? En fait, encore une fois, je pense que c'est comme une production locale, franco-française, sauf que une partie des acteurs de cette production vivent à l'étranger, voire même des fois parlent une autre langue. Donc ça complexifie un petit peu la chose, mais en fait, ça l'enrichit même plus que ça la complexifie, parce que quand on parle de Taïwan, on parle d'une culture qui est vraiment très très différente de la nôtre. Qui a des religions, des histoires, une langue, des enjeux même diplomatiques, sociaux, différents que ce qu'on peut avoir en France. Et du coup, moi, j'arrive avec tout ça de mon côté, avec ma carte d'identité française. Enfin, en l'occurrence, là, il faut un passeport, mais avec mon passeport français. Mais eux, ils arrivent avec toutes ces particularités-là aussi. Et l'endroit de la création, de la recréation à l'international, il se joue là, justement, dans la rencontre entre ces différents passeports. Mais quand je parlais de ce qui motivait la coopération, on est bien dans la coopération là, est-ce que c'est le fait, est-ce que c'est par affinité avec quelqu'un qu'on connaît dans un autre pays et on se dit tiens, on va créer un spectacle ensemble, ou est-ce que ça peut être une commande? Est-ce que c'est de ce style-là ou je me trompe? Non, mais ça tout dépend. Enfin, chaque projet a son histoire. Ça peut être effectivement l'envie et que ça ait du sens de travailler avec quelqu'un, même si il est à l'autre bout du monde. Ça peut être des réponses à des appels à projets, parce que dans ce jeu-là, il y a quand même l'Institut français qui est un acteur majeur, en tout cas de notre côté, pour ça, même si les directions, les politiques générales de l'Institut français sont très largement en train d'évoluer ces dernières années. Et du coup, le positionnement de la France et du soft power culturel français est en train de se réajuster avec des stratégies, des logiques qui ne sont plus les mêmes que celles qu'on a pu connaître ces dernières années. Donc nous, il faut qu'on s'adapte à ça. Mais ça peut être en réponse, la genèse d'un projet, comme d'habitude, et peut venir de différentes sources, et il n'y a pas de règle générale pour ça.
Donc on passe à la quatrième. Alors, la quatrième façon d'être, qui est une c'est autre les façon collaborations, de s'investir à l'international. Ce serait comme on a pu le faire quand on fait appel à la compagnie directement. Où en fait, ce serait de ces territoires-là, à un moment, il y a du sens pour un projet ou pour des personnes à faire appel aux compétences et à l'expérience de la compagnie ou de membres de la compagnie. Je pense à deux choses en particulier. Le premier, c'est l'expérience de Bastille Day en 2017 justement, donc invitée par Evelyne Maître, qui était directrice de l'Alliance française des Petites Antilles à l'époque et qui s'était lancée dans le projet fou et impossible de monter un spectacle en plein air avec 300 personnes sur scène où il y allait avoir 3000 invités, 3000 spectateurs, dont beaucoup d'ambassades de la région, de Sud Caraïbes et du coup nord Amérique centrale et nord de l'Amérique du Sud. C'était au moment en plus de la crise d'un pic de la crise avec le Venezuela et diplomatiquement la France avait quelque chose à jouer. Bon et comment réunir tous ces gens autour d'une grande fête qui est celle du 14 juillet, ça prenait tout son sens. Donc en gros elle s'est lancée dans ce projet qu'elle a réussi à monter, à produire et puis à un moment elle s'est dit mais en fait il me faut quelqu'un pour monter ce spectacle. Du coup c'est là qu'elle m'a appelé. Est-ce que ça veut dire que la compagnie Caravelle avait suffisamment d'atouts dans son jeu pour être appelée par une personne? Oui, je pense que on connaissait Evelyne déjà, on avait déjà travaillé avec elle précédemment, donc on se connaissait déjà bien et effectivement on était la personne, l'individu de la situation en tout cas à ce moment-là pour écrire et mettre en scène ce spectacle. Donc voilà, là c'est pas une création à proprement parler de la compagnie. C'est organisé quelque part en même temps. Oui, mettre en scène, c'était pour écrire et mettre en scène. Est-ce qu'on est le maître du jeu là? Ah bah oui, après en fait on a le rôle typiquement quand j'étais là-bas j'avais le rôle d'auteur et de metteur en scène, donc il a fallu écrire le texte. Il a fallu écrire un texte. Oui, il a fallu écrire un texte après des rencontres avec des historiens là-bas. On passe combien de temps alors là-bas? Alors c'était il y a longtemps, je me souviens plus exactement, mais c'était pour tout faire. J'ai eu un mois et demi, je pense, de l'écriture à la mise en scène. Enfin, c'était ultra rapide, il y avait pas beaucoup de sommeil, mais oui voilà, après la rencontre avec des historiens pour retracer l'histoire de en l'occurrence la Sainte-Lucie très précisément, donc qui est une île et un pays indépendant maintenant qui fait partie du Commonwealth mais au sud de la Martinique où on parle anglais. Pour la petite histoire, cette île a été 14 fois française, 14 fois anglaise dans son histoire et souvent, c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais souvent les Saint-Luciens nous disent à nous Français qu'ils auraient préféré que la dernière fois qu'ils ont changé de drapeau, ils auraient préféré que ce soit côté français. Alors comment on se sent en tant que auteur, metteur en scène par rapport effectivement à l'histoire en fait, effectivement, c'était une grosse question pour moi, cette idée d'arriver en tant que Français avec nos grosses bottes, en plus effectivement sur un territoire clairement ancré, marqué évidemment encore aujourd'hui par la colonisation et puis par le commerce triangulaire, etc. Enfin, il y a les traces visibles de tout ça encore dans cette région-là. Et comment est-ce qu'en tant que Français, on arrive pas en disant voilà, on va vous apprendre à comment il faut faire et ce qu'il faut faire et puis vous allez gentiment faire ce qu'on vous demande de faire pour faire un spectacle, quoi. Donc encore une fois, comment moi je me positionnais. À la fois on me demandait des choses très claires et d'être assez directif, parce qu'en plus quand il y a 300 personnes sur scène, ça peut pas s'improviser, puis on peut pas faire un brainstorming tous les 4 matins. Et on recrute d'autres personnes pour aider là. Ah bah oui, là il y avait une énorme équipe. Alors donc encore une fois c'était un peu loin, mais il y avait une équipe de production, une équipe logistique, une équipe pour les costumes, pour les lumières, pour le son. Je me souviens, on a enregistré, il y a toute une partie du spectacle qui était enregistrée, où c'était une voix enregistrée dans le récit.
Et on s'est retrouvés au fin fond de la forêt, dans un petit cabanon où en fait il y a un gars qui avait un studio, qui s'était installé un studio d'enregistrement là-dedans. Donc ouais, on a vécu des choses assez improbables avec ça. Donc l'acteur principal et avec qui a été un gros appui pour moi là-dedans, c'était Richard Amboise, qui est un comédien de Sainte-Lucie et qui a fait le lien aussi, qui a clairement été mon assistant sur les chorégraphies, sur la gestion des différents groupes de cascadeurs, de danseurs, il y avait des cracheurs de feu, on a fait venir une guillotine depuis le sud de l'île on l'a transportée sur un pick-up en traversant l'île dans la forêt, il y avait la guillotine derrière. Enfin, c'était un projet assez monstrueux. Et dès là, d'ailleurs, en plus, ce projet, il a quand même une place toute particulière pour moi dans l'histoire de la compagnie, parce que c'est le premier projet à l'international de la compagnie. Et c'est celui qui marque le coup de feu de départ de cette aventure et de ce développement à l'international, qui a été suivi par une autre collaboration, une autre invitation à collaborer, celle de Damien Ounouri et Adila Bendimerat pour l'accompagnement dans l'écriture de leur film La Dernière Reine, pour lequel on a eu le prix des meilleurs jeunes auteurs de moins de 40 ans à la Mostra de Venise en 2022. Donc ça, c'est une autre facette. C'est une autre facette, voilà. C'est la compagnie Caravelle qui s'investit aussi dans ce genre de travail. Voilà, là en l'occurrence, c'est les compétences de la compagnie dans l'écriture et cinématographique. Et là, en tant que script doctor pour le film, pour le cinéma. Alors finalement, quel que soit le projet, que ce soit dans l'écriture d'un film, mais peut-être plus encore pour Bastille Day, est-ce que on se sent pris dans une dimension diplomatique? Alors c'est sûr que cette question se pose parce que de toute façon, puis même sans forcément mener des projets comme ça, mais de toute façon, quand on est en dehors de la France, quelque part, qu'on le veuille ou non, on est représentant de la France. C'est pas trop lourd ? Je sais pas trop. Est-ce qu'on se pose la question ou pas, ou finalement on y va avec qui on est? En fait, ça nous est renvoyé, donc on se pose forcément la question parce que ça nous est constamment renvoyé. C'est ça, parce que et surtout quand, travaillant avec les instituts français, évidemment que on est à cet endroit-là à un moment donné une parole de la France. Donc, ce qui veut pas dire que, on n'est pas ambassadeur et diplomate pour autant, et je suis pas salarié du ministère des Affaires étrangères, mais c'est sûr que cette façon d'être, d'intervenir, de travailler, d'être avec les autres là-bas, dans ces endroits-là, c'est des endroits tout particulièrement sensible de qu'est-ce qu'on veut représenter de la France. J'ai toute liberté de répondre à cette question. Oui, est-ce que se joue une image aussi derrière tout ça? Ah bah oui, clairement, on se joue une image derrière tout ça, mais j'ai toute liberté de répondre à la question de quelle image moi je veux représenter de la France. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi de faire en sorte que parce qu'on entre dans une vraie politique là. De fait, il y a quelque chose de politique à faire ça, oui, c'est sûr, et d'assez concret. D'assez concret. Des fois, on prend des risques. Je sais pas ce que tu entends par prendre des risques, mais c'est vrai que des fois, on se retrouve dans des endroits, par exemple à Sainte-Lucie, il m'était quand même très fortement déconseillé d'aller à certains endroits de Castries, donc la capitale, une fois le soleil couché, et en même temps, pour le travail, des fois, je devais y aller, donc il fallait que je prenne le risque il fallait que voilà, il y a des petites parts d'aventure, oui, effectivement, il y a des petites parts d'aventure. Mais du coup, puisqu'on est dans cette vision diplomatique et politique, il y a quand même un projet guillotine en Algérie, donc comment on se sent par rapport à... donc là aussi, il y aura un podcast consacré à Guillotine Algérie qui est en train de se construire, qui est en train de se faire et qui est une
très belle proposition. Donc, c'est un projet qui date de quand, sans trop entrer dans le détail, parce que, comme je l'ai dit, on va revenir sur ce projet-là. Alors, qui date de quand ? Déjà, je pense que dès le début de la construction de Guillotine, il y a eu ce lien avec l'Algérie, parce qu'il y a une étape d'écriture de Guillotine qui a été faite là-bas, fin 2017. Et c'est là où Damien Honouri et Adila ont été rencontrés. Voilà, enfin en tout cas où ils m'ont invité la première fois. Du coup, ils m'ont invité pour la résidence d'écriture de La Dernière Reine et pour la résidence d'écriture de Guillotine. Et aux ateliers sauvages de Wassila Tamzali, donc rue Didouche, lieu que je recommande à tous les Algérois, lieu Didouche, rue Didouche au 54 si je me souviens bien, en bas de la rue Didouche, juste avant d'arriver à la on voit place que tu Maurice connais Audin. bien la ville. On va y retourner là dans peu de temps. Bah ouais, j'espère, mais en fait je pense qu'effectivement il s'est passé un tel choc, une telle rencontre avec ce pays. Pour moi, ça c'est quelque chose de personnel, mais quand j'y suis allé la première fois, que s'est imposé la volonté, la nécessité de travailler avec ce pays et avec les Algériens. Et effectivement, on parlait de politique, ça prend un sens tout particulier quand on se retrouve dans des situations diplomatiques comme les relations franco-algériennes, le sont ces derniers temps, et de monter un spectacle en coproduction dans ces conditions-là, effectivement, il faut que, on est très lié à cette politique-là, et on est soumis à certaines conséquences de cette crise-là, qui sont difficiles à outrepasser. Ah bah oui, parce que là, très concrètement, on parle par exemple d'impossibilité d'avoir le visa d'un côté et de l'autre pour traverser la Méditerranée. Donc bon, si on peut pas se voir pour monter un spectacle en visio, c'est un peu compliqué, quoi. Donc on peut trouver des subterfuges et travailler avec une partie de l'équipe qui a double nationalité, donc qui peut passer les frontières plus facilement. On peut se retrouver ailleurs que dans des pays où c'est compliqué d'avoir le visa. Enfin voilà, il y a plusieurs subterfuges, mais en tout cas il y a aussi cette volonté. C'est pas tricher, c'est s'adapter à une situation et puis pouvoir faire son travail quelque part. Voilà, continuer à avancer et être tendu vers cet objectif que cette création voit le jour en derja, et on en parlera plus en détail, mais en arabe littéraire et en derja, donc qui est l'arabe algérien. Il faut donc traduit par Mustapha Benfodil. J'allais le dire. Mustapha Benfodil, le spectacle qui sera interprété par Ahmed Zitouni. L'objectif c'est que ça existe. Tous les moyens sont bons maintenant et à déployer pour que ça existe, quelle que soit la situation et quelle que soit la météo du jour ou de la période. Alors la formule est forte, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Est-ce que ça veut dire, à moins que tu aies quelque chose à tous les moyens sont bons. Donc, est-ce que ça veut dire qu'entre une image de la France et l'image de la compagnie Caravelle, vers quelle image on va ? Du coup, la compagnie Caravelle porte une certaine image de la France et véhicule une certaine image de la France. Celle pour qui tous les moyens sont bons ? Celle qui permet ou qui fait en sorte que cela puisse exister, quelle que soit la situation. Tous les moyens sont bons, ça ce sont les outils qui sont utilisés pour ça, mais ce qui est beau, c'est un peu comme la création d'Ilvi à Taïwan, qu'on a continué, qu'on a avancé pendant le Covid, où le monde nous interdisait de faire ça. Ce à quoi on a répondu au monde à ce moment-là, c'est non, c'est pas ça qui va nous interdire, nous on continue, on est là, on le fait. Et ça doit exister, et ça va exister, et cela a existé. Et c'est un peu similaire avec ce qui est en train de se passer en Algérie. C'est un moyen de revendiquer sa liberté. Clairement, oui. C'est aussi en ça que c'est politique et que c'est une certaine image de la France. C'est que en faisant ça, il y a une question de liberté, il y a une question de fraternité aussi, parce que on co-construit le spectacle, avec des gens qui
qui souffre aussi plus ou moins des conséquences directes des politiques dans lesquelles la France peut s'engager parfois. Donc oui, c'est une revendication de la liberté et puis une revendication de... En fait, je pense que... Mais c'est en général dans la façon dont fonctionne la compagnie et puis moi a fortiori, mais de vivre le monde à l'image de laquelle on voudrait, ma phrase est un peu pétée là, mais à l'image de laquelle on voudrait vivre, quoi. On vit le monde comme on voudrait qu'il soit. Voilà. Là, c'est plus clair comme ça. Est-ce que c'est aussi ce moyen, là, évidemment, on parle culture. Est-ce que c'est transgresser peut-être quelque part certaines règles en disant tout ça? On dira pas lesquelles. On rentre pas dans l'illégalité non plus. Voilà, mais est-ce que c'est la culture à tout prix pour le... En fait, si on prend, oui, d'un certain point de vue, oui, mais à l'international, peut-être que c'est plus visible qu'à d'autres endroits. Mais en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est la culture à tout prix. Dire c'est pas, forcer de constater que les dispositifs, la politique culturelle de la France telle qu'on la connaît depuis des décennies est en train est en mutation, est en train de changer. Donc nous il faut qu'on s'adapte et puis il y a pas de raison malgré cette situation qu'on continue pas notre travail. Donc à l'étranger évidemment c'est visible et évidemment qu'on parle de puissances qui s'affrontent sur la scène mondiale. Voilà donc c'est impressionnant mais c'est toujours le même combat que cela soit. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que, parce qu'en France, on peut avoir le sentiment que tout va bien dans le domaine de la culture, que les compagnies, ça c'est un peu un autre problème, mais en même temps non, parce que est-ce que ça veut dire qu'on va chercher à l'étranger ce qu'on ne trouve plus en France, ou est-ce que la France ne suffit pas et que c'est un moyen, et quand on va à l'étranger, c'est un moyen aussi de trouver une expansion, de se faire connaître, de montrer son travail. La France ne suffit pas, c'est James Bond qui disait ça. Oui, mais... Mais je sais pas si on va chercher ailleurs ce qui n'existe pas en France ou ce qu'on trouve plus en France. Ou par contre de mettre en regard la façon dont ça se passe ailleurs et comment ça se passe ici. Oui, c'est je veux dire dans le sang de la compagnie il y a ça et il y a ces différents un besoin, c'est un besoin. On se nourrit aussi de la culture autre. Enfin, c'est un peu cliché ce que je dis là, mais en même temps c'est vrai. Oui, c'est clair. C'est clair que la compagnie est riche de ces expériences-là, de ces rencontres-là, et puis riche de connaître, de savoir, d'avoir expérimenté, d'avoir navigué dans des territoires, des logiques de politique culturelle, des logiques même pour les populations d'approche. Évidemment, la population algérienne, même algéroise dans la capitale, n'a pas le même rapport au théâtre que ce qu'on peut avoir dans nos grandes villes ici en France. Donc oui, la compagnie est riche de tout ça et je pense que même quand on fait des spectacles ou des actions sur le territoire en France, dans nos montagnes, quelque part cette richesse-là, elle ressort, elle prend sens, partout, quoi. Voilà. Alors une des phrases phares de la compagnie Caravelle et de son directeur, et tu l'as employé, c'est créer des ponts. Mmh. Quels sont ces ponts ? Déjà le premier qui me vient là, c'est effectivement celui de braver l'impossible, que ce soit de monter Bastille Day à Sainte-Lucie, c'était impossible et ça a été fait et on l'a fait. Le fait de monter un spectacle à Taïwan
pendant le Covid, c'est impossible. On l'a fait. Le fait de monter un spectacle en Algérie en ce moment avec les relations, a priori c'est impossible. Et je croise les doigts, c'est pas encore fait, mais on est en train de le faire. Donc ce fait de créer des ponts au-dessus des fossés que le monde essaye de creuser entre les différentes nations du monde et entre les différentes cultures, et voilà. Il y a autre chose, c'est que quelque chose d'assez fort, c'est les différences culturelles qu'on doit intégrer, comment ingérer, qu'on doit prendre en compte dans le processus même de création. Je le disais, par exemple, la formation d'un acteur à Taïwan ou d'un acteur à Alger ou d'un acteur en France est pas la même. Il y a des grandes disciplines, des grandes écoles, par exemple à Taipei. Il y a, pour parler très concrètement, à Taipei, il y a très forte influence de Michael Chekhov, ce qu'on trouve en France, mais qui fait pas légion et loin de là. En Algérie, il y a quelque chose de plus brut, de moins théorie, parce qu'il y a voilà. Donc il faut composer avec tout ça quand on compose ces spectacles. Donc c'est le pont entre ces différentes cultures qui fait que on est différents. On n'a pas les mêmes socles, on parle pas du même endroit, on n'a pas les mêmes ressources, etc. Mais on peut quand même parler, on peut quand même co-construire quelque chose ensemble. Ça, c'est quelque chose d'important sur ce que ça dit, et du coup, en le faisant, ce qu'on dit du monde. Et quand la compagnie Caravelle arrive, et Antoine Guillot arrive avec le théâtre incontrôlé, qu'est-ce qu'elle apporte il y a quelque chose qui me frappe. Le premier truc, c'est que cette démarche du théâtre incontrôlé, qu'on ne développera pas spécialement ici, mais on aura l'occasion de le faire ailleurs. Mais disons, comme on parle de pont, on parle d'échange. Voilà. Tout à fait. Mais en fait, c'est le truc qui me frappe là en entendant ta question, c'est que c'est très politique. C'est une démarche qui est de fait très politique pour les gens à l'extérieur, enfin à Taïwan ou en Algérie, pour des raisons différentes, mais puisque dans le théâtre incontrôlé, on pose la question de la liberté propre aux comédiens en tant que comédien créateur, et de sa place dans la construction d'un spectacle, sa place face au metteur en scène, face à l'auteur, face à ses partenaires, mais aussi la place qu'il prend face aux spectateurs, et le fait de se poser cette question-là par l'angle par lequel on le prend dans le théâtre incontrôlé, c'est quelque chose qui est culturellement assez étranger pour eux, éloigné, et en même temps qui est un peu électrochoc parce que ça ouvre le champ des possibles. Je me souviens la dernière fois que je suis allé à Taïwan, dans la masterclass, une des masterclass que j'ai pu donner, il y avait un acteur danseur de l'opéra traditionnel taïwanais, qui est donc quelque chose par définition qui est très codifié, où il y a pas vraiment de marge de manœuvre jusqu'aux histoires qu'on met en scène, qui sont codifiées aussi, qui doivent répondre à certaines normes, et en fait, cet acteur-là s'est rendu compte pendant cette masterclass que c'était possible. Il en avait évidemment l'intuition déjà, mais en tout cas, il a commencé à trouver j'allais dire en anglais, un chemin il a commencé à trouver un chemin pour sortir des cadres, l'opéra traditionnel taïwanais, des cadres et du coup que lui vit et voit comme des carcans de la tradition, et il s'engage dans un travail colossal que j'espère je pourrais accompagner dans les prochaines années, de sorte de modernisation, de contemporanéisation de l'opéra traditionnel taïwanais, en gardant le mot traditionnel pour autant, quoi. Donc il y a quelque chose de très politique dans cette démarche du théâtre incontrôlé. Faire exploser les cadres. Et d'ailleurs, je crois que c'est en taïwanais, enfin en mandarin, c'est le théâtre incontrôlé est traduit comme ça. C'est le théâtre qui sort du cadre.
mot pour mot. Donc voilà, tout est dit. Enfin, ça prend du sens. Si ça prend du sens à certains endroits dans le monde, évidemment, ça prend du sens pour moi, pour nous, quoi. Alors, qu'est-ce que Antoine Guillot, directeur de théâtre, auteur, comédien, metteur en scène, retire de ces différentes expériences? Alors, directeur de théâtre, pas encore, hein, mais... J'ai dit directeur de théâtre. Directeur de compagnie. Directeur de compagnie, on rectifie. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut me souhaiter, mais... alors, qu'est-ce que je retire? En fait, de toute façon, mais c'est un poncif, mais on est riche de la rencontre avec l'autre, et ce développement international, c'est une vraie réponse donnée à comment on va rencontrer l'autre. Et donc je suis riche de ces expériences-là, je suis riche des habitus que je dois comprendre, dans lesquels je dois me fondre pour aller créer là-bas. Est-ce que si on te donnait à choisir coproduction, coopération ou collaboration, est-ce que instinctivement tu te tournerais vers l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, ou finalement tout me va? Tout me va, c'est sûr. J'aime beaucoup les collaborations qui se poursuivent avec Damien Honoré. J'ai pas parlé de la diffusion. On a un peu répondu tout à l'heure pour la diffusion, mais donc j'aime beaucoup les collaborations. C'est des moments de respiration et des moments où, pour moi, on attend de moi des choses qui me sortent un peu de mes cadres habituels. Donc ça, à la fois il y a quelque chose d'inconfortable et en même temps d'excitant, de challengeant pour moi. Donc ça c'est quelque chose d'important. Après, je dirais que coproduction, le fait que quand on construit ou quand j'écris un spectacle ici, depuis que tout ça s'ouvre, je pense à cette ouverture. Je sais qu'en écrivant Guillotine, je savais qu'il allait être traduit dans plusieurs langues, et du coup c'est intégré dans. Enfin, comment le fait d'ouvrir et que ça puisse résonner, parler à d'autres endroits où on n'a pas les mêmes réflexes et on n'a pas les mêmes clés de lecture, ça ouvre de fait la façon de faire du théâtre, même ici. Donc c'est important, c'est coproduction, et puis la coopération, c'est quand même, avec tout ça, sans doute le Graal de ce développement à l'international, mais qui est plus lourd à monter, même ne serait-ce qu'administrativement, parce que créer un spectacle en France, c'est déjà compliqué. Si en plus on en crée un entre la France, l'Algérie et Taïwan, on imagine que les complications se multiplient, quoi. Mais tous les moyens sont bons. Donc peut-être qu'un jour on mènera ça et on arrivera à mener ça. Donc être à l'international, et tu viens de l'évoquer, ce sont aussi les traductions. Ce sont aussi des traductions, oui. Et puis il y a la question on en a un petit peu parlé. Donc il y a Guillotine en arabe, qui est en train de se faire. Ou en espagnol, où il vit en portugais, en russe ou en mandarin, par exemple. La liste n'étant pas exhaustive, se pose la question déjà la question pure de toute traduction. Comment est-ce que je traduis un texte sans le trahir? Mais une fois cela dit, on n'a pas beaucoup avancé, et en fait se pose la question surtout de comment est-ce que le traducteur il comprend la langue spécifique du spectacle, parce qu'il y a des langues spécifiques dans Il vit, dans Guillotine. Comment il comprend ça, et comment est-ce que on va chercher une autre langue? Une autre langue, typiquement c'est en arabe, c'est une langue qui n'existe pas, qui a été créée par Mustapha en mélangeant notamment du derja et de l'arabe littéraire. Donc
oui, il y a cette question de comment la langue se transpose, quoi. Voilà. Mais on a eu la question aussi pour le russe ou pour le mandarin, qui sont des langues très éloignées du français, avec d'autres logiques, et où il y a des choses qui sont pas traduisibles. Par exemple, on en avait parlé sur Il vit, de cette traduction, par exemple cette idée que une fois qu'on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien, qui est quand même un élément central de Il vit. En fait, culturellement, c'est impossible. En mandarin, ce n'est pas traduisible, le mot n'existe même pas, puisque c'est pas la même culture. Donc il faut qu'on arrive à adapter. C'est une recréation, donc c'est-à-dire qu'on remet des choses sur le tapis, quoi, à chaque fois. Dernière question. Sur un plan idéaliste, le théâtre est-il ce moyen de réunir le monde, puisqu'on est à l'international? Oui, c'est clair que c'est un des moyens de réunir le monde. Ça demande du courage. Ça demande du courage, oui, sans doute du courage. Ça demande de se retrousser les manches. Surtout. La persévérance. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est clair que c'est un moyen, c'est un lien, quoi. En fait, ça crée du récit commun, ça crée de la culture commune, des échanges. Dialogue, des échanges, du partage, ça oblige à quelque part à de la générosité de part et d'autre. Et est-ce que le théâtre est le moyen de réunir le monde? J'en veux pour preuve le fabuleux travail de Thomas Joly pour les cérémonies des Jeux Olympiques. Est-ce que après on peut être d'accord ou pas et être choqué ou pas, aimer ou pas, ça c'est pas la question. Puis à la limite tout le monde s'en fout. Par contre, c'est clair et net que maintenant, il y a plus de la moitié de l'humanité qui a ça en commun. C'est un fait. Donc évidemment que le théâtre réunit le monde. Merci Antoine Guillot. Merci Isabelle.